Je remercie le professeur Alain Supiot de cette invitation, de cet honneur. Que ce soit dû au fait que le Portugal se situe à l'extrémité du continent, séparé du reste par la grande extension territoriale de l'Espagne et par les hautes murailles des Pyrénées, soit dû à la circonstance qu'on y a trop longtemps vécu sous un régime autoritaire, conservateur et favorable à la médiocrité. Le mouvement des faits et des idées qui a caractérisé les premières décennies de processus de construction européenne a été accompagné par les Portugais à la distance comme des choses exotiques et étrangères à l'avenir du pays. Je me souviens que dans cette époque-là, les années 60, j'étais déjà né, 70 jusqu'à la première moitié des 80, une vaste information statistique sur une réalité appelée Europe était diffusée, étudiée et utilisée très souvent comme référence académique ou comme argument dans les débats politiques nationaux. Cette Europe était composée de 6 et plus tard de 9 pays. À mes yeux, en tant que jeune juriste à la recherche d'un avenir, cet exclusivisme à la manière d'un club britannique était une source de ressentiment et même d'une certaine aversion. Ces sentiments étaient, bien sûr, les symptômes typiques d'une envie et d'une ambition forte, une ambition partagée par une large majorité des Portugais. D'une manière ou d'autre, les Portugais en général aspiraient à faire partie de ce club. Les uns envisageant de nouvelles opportunités commerciales, d'autres sous l'ambition d'améliorer leur qualité de vie, et d'autres plus simplement par désir de s'ouvrir au monde et de participer à un projet aussi passionnant que celui de la construction d'une Europe unie. Oui, il y avait donc aussi l'émotion dans cette ambition d'appartenance. Même aujourd'hui, le soi-disant euroscepticisme n'a pas une expression significative au Portugal. Les derniers chiffres des sondages d'opinion montrent que la plupart des Portugais sont toujours satisfaits ou très satisfaits qu'ils appartiennent à l'Union européenne. D'autre part, il faut articuler ces données avec le fait que près de 90% des Portugais sont favorables à l'euro, que 73% soutiennent l'accueil des migrants d'autres continents et environ 65% sont confiants quant à la capacité de l'Union pour surmonter avec succès les crises actuelles. Des circonstances très simples, à mon avis, très simples et très pratiques, comme la liberté de passage aux frontières et la commodité de l'usage d'une monnaie commune, pèsent énormément sur cette large acceptation. Et cela devrait faire réfléchir les décideurs européens. Les restrictions à la souveraineté, le poids de la bureaucratie bruxelloise ou encore l'ingérence des réglementations européennes dans la vie quotidienne des citoyens sont-ils les principaux facteurs de désenchantement avec lequel la construction européenne est aujourd'hui envisagée par tant de personnes? J'oserais même poser la question hérétique. L'existence d'un pouvoir transnational n'est-il pas ressenti par les peuples, par les gens communs, comme une assurance par rapport
aux faits et aux méfaits des classes politiques nationales. Ou est-ce que ce désenchantement est-il une conséquence du spectacle qu'offrent les différents dirigeants et forces politiques nationales, le spectacle d'une concentration obsessionnelle sur les intérêts nationaux particuliers et de l'absence d'idées et de projets véritablement associatifs et agrégateurs? On sait bien que la communauté économique européenne, depuis sa création, était un projet plutôt économique et commercial. La liberté de circulation des capitaux ou les droits d'établissement ou de prestation de services dans un grand marché européen n'ont pas, à mon avis, été décisifs dans la motivation, dans le cadre de la motivation du projet d'adhésion du Portugal à la communauté. Pour la modeste économie portugaise, ce serait déjà suffisant d'avoir de nouvelles facilités de circulation des personnes, c'est-à-dire pour la traditionnelle émigration de main-d'œuvre, et peut-être des possibilités de bénéficier des bas salaires pour obtenir un transitoire avantage compétitif dans certains secteurs d'activité comme la construction. L'accès des producteurs portugais, au contraire du cas d'Espagne, au grand marché unique n'était certainement pas la principale motivation économique de l'adhésion. L'adhésion a été motivée surtout, à mon avis, par une conviction généralisée que l'entrée dans la communauté constituerait un puissant facteur de développement économique et social pour le pays. Tout d'abord, cela ferait partie d'une évolution importante de la nature même du projet européen, imposée par l'adhésion des 3 pays méridionaux, Grèce, Espagne et Portugal, à l'organisation. Cette nouveauté introduisait la nécessité des politiques de cohésion économique et sociale et donc l'entrée de ces pays moins avancés du point de vue économique dans le groupe auparavant dominé par des puissances industrielles ou tertiaires aurait certainement des conséquences immenses sur le développement du projet européen. D'une part, les nouveaux risques de dumping social mettant en péril la fluidité de la concurrence économique ont mis en évidence la nécessité d'investir massivement dans le développement économique et social de ces nouveaux membres pour les rapprocher du niveau des autres. La stratégie de cohésion économique et sociale constitue ainsi une ramification des objectifs économiques du premier moment. Il s'agissait de chercher à nettoyer le marché sans introduire des mécanismes d'obstruction ou de répression, c'est-à-dire en observant les libertés économiques essentielles. D'autre part, l'impulsion politique de Jacques Delors a fait prospérer l'idée du dialogue social européen et ouvert la voie à une nouvelle sensibilité à l'impératif de la reconnaissance et du développement d'une dimension sociale de l'intégration européenne comme condition de la viabilité de celle-ci. Il est donc possible de parler d'une inflexion dans le processus de construction européenne historiquement associé à l'adhésion de ces 3 pays. Avec l'acte unique et la charte sociale de 1989, la notion normative d'un modèle social européen commence à gagner substance et la nécessité d'une dimension sociale s'installe dans le débat européen. La coïncidence de cette inflexion politique et la mise en jeu des fonds structurels au profit des 3 pays du Sud, avec d'énormes conséquences
sur l'environnement des affaires et le développement des infrastructures ont rendu la question de la dimension sociale particulièrement sensible dans ces pays et peut-être surtout au Portugal. Le cas de ces pays est en tout cas particulier en ce qui concerne la réglementation des conditions de travail. Car la législation nationale, qui était le produit d'une période révolutionnaire et d'une action modérée de normalisation démocratique, était déjà considérablement développée et avancée en termes comparatifs. Et donc l'adhésion à la communauté au milieu des années 80 n'a rien apporté de nouveau, d'essentiel dans ce domaine. Je crois d'ailleurs que les efforts dans le sens d'un certain développement de l'intervention communautaire sur la définition des normes relatives aux conditions de travail ont trouvé en général un accueil positif, un soutien de la part des autorités et des partenaires sociaux européens. D'une manière ou d'autre, on pense au Portugal que la persistance du particularisme normatif en termes de conditions de travail, aujourd'hui beaucoup moins justifiable face au nouveau traité, est une faiblesse essentielle qui se cache au sein de la notion même d'Europe sociale. Peu importe le point de vue où nous nous plaçons, même sur le plan idéologique, il est indéniable que l'absence de normes communes en matière de relations de travail crée des difficultés au développement de la concurrence et la fluidité des transactions. Ce qui se passe, c'est que chacune des grandes puissances économiques, je parle des États naturellement, associés dans l'Union au cours des processus de négociation de nouveaux régimes, aujourd'hui hélas presque inexistants, cherche à imposer son modèle particulier ou certaines de ses caractéristiques. Cela exprime non seulement le nationalisme juridique qui est favorisé, voire imposé par les traités, mais même un expansionnisme juridique qui est à la fois un élément caricatural de la concurrence intra-européenne et un symptôme de l'égoïsme nationaliste qui infecte le moment actuel de l'Union. Ce phénomène s'inscrit dans un cadre plus vaste. Sur le plan du droit social, l'hypothèse de construction de standards européens sur les conditions de travail est souvent contestée sur la base de considérations salariales, notamment en ce qui concerne la possibilité de fixation d'un salaire minimum européen. En fait, il y a plusieurs raisons pour considérer la possibilité d'un salaire minimum européen comme difficilement ou même irréalisable ou sans conséquences utiles, à commencer par la diversité des conceptions même du salaire minimum. Mais les règles de l'utilisation de la force de travail et la mesure de leur compensation économique sont des choses différentes et peuvent être traitées séparément. Cela ressort clairement des traités eux-mêmes. Si la compétence communautaire en matière de salaire est exclue, pratiquement tout le contenu des systèmes de droit du travail est ouvert à des interventions au niveau européen. Je crois qu'après un demi-siècle, plus d'un demi-siècle d'existence, l'effort agrégateur des institutions européennes justifie un bilan assez médiocre. Très peu a été fait pour la construction d'une culture européenne, d'une, disons, émotion européenne,
d'un sens collectif d'appartenance et aussi d'une culture juridique européenne commune. Même l'exercice des compétences que le traité prévoit expressément, et qu'on pourrait dire ont été mis à profit et que le rapprochement des législations nationales dans un certain nombre de domaines a déjà été réalisé grâce à un certain nombre de directives et d'accords sociaux importants. Mais il s'agit de mesures fragmentaires et non articulées, définies sous l'impulsion de l'actualité économique et des thèmes les plus à la mode, sans aucun plan global susceptible de traduire une stratégie législative définie et ou un vrai projet de standardisation. Et en plus, la profusion des exceptions et des dérogations qui expriment avec une extrême clarté les particularismes qui se confrontent dans la négociation des directives réduit considérablement la portée de ces mesures en tant que moyen de rapprochement des législations nationales. D'autre part, l'expérience montre que la technique des déclarations de principe qui se sont multipliées au long des décennies sous la forme de chartes de droit, etc., est en soi-même insuffisante en raison du manque de capacités contraignantes et même de capacités conformatrices pour générer un véritable standard européen pour ce qui est de l'utilisation de la force de travail. En tout cas, je ne partage pas totalement le désenchantement, voire le scepticisme avec lequel le socle européen des droits sociaux, adopté l'année dernière à Göteborg, a été généralement accueilli. Il est vrai que l'ensemble des droits sociaux établis semble relativement pauvre par comparaison, par exemple, à celui que la Charte sociale européenne du Conseil de l'Europe consacre. Cette charte, qui est expressément mentionnée dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en tant que référentiel des droits sociaux fondamentaux à prendre en compte. Mais si nous prenons au sérieux le préambule du socle européen, il faut reconnaître que son but est beaucoup plus que celui d'une simple proclamation au peuple d'Europe comme d'autres dans le passé. Il incorpore en effet l'intention visible d'agir en tant que dispositif de modulation des politiques législatives nationales dans le sens de la formation de standards dans les domaines considérés. Ce qui est incertain, c'est que ce développement puisse effectivement avoir lieu. Cela dépend tout d'abord des volontés politiques qui, dans ce domaine, ont toujours eu des difficultés à converger. Mais la difficulté de transposer dans la loi nationale la reconnaissance internationale des droits sociaux fondamentaux plonge ses racines dans la culture juridique dominante. La consécration formelle de ces droits par des conventions internationales juridiquement contraignantes pour les États qui les ratifient n'empêche pas que leurs textes continuent à être considérés comme des déclarations solennelles ou des normes programmatiques sans que cela implique des obligations réelles et concrètes pour les États. C'est le cas bien connu de la Charte sociale européenne du Conseil d'Europe, dans l'une ou l'autre de ces deux versions. Son texte, complété par la jurisprudence abondante et laborieuse du Comité européen des droits sociaux, offre un vaste programme d'action législative
dans les différents domaines de la politique sociale, parfois avec un degré élevé de densité et de praticité. Le système exotique de ratification à la carte que la Charte elle-même a créé devrait assurer la fermeté des engagements pris par les États contractants. Cependant, à la fois sur le plan politique et académique, la Charte est généralement considérée comme un document important de nature doctrinale, ou même comme une source d'inspiration, c'est le niveau maximum de reconnaissance, une source d'inspiration pour l'interprétation d'autres documents et qui doit être y compris par la Cour de justice de l'Union européenne, mais non comme un programme contraignant d'action législative, et non comme une référence nécessaire pour l'activité judiciaire au niveau national. Ce qui, d'un point de vue strictement juridique, serait la conséquence du fait que la Charte oblige les États qui la ratifient dans toutes les dimensions de leur souveraineté. Il semble donc que dans le contexte des relations internationales conventionnelles, il faut distinguer entre les compromis hard, ceux de nature économique, commerciale ou politique, et les compromis soft, qui concernent la situation et les conditions de vie et de travail des citoyens. Cela ressort d'une culture juridique qui appartient à la même famille de la culture économique dominante. Cette distinction entre compromis hard et compromis soft a eu une illustration presque graphique dans l'expérience de la crise financière et économique que le Portugal a traversée au cours des années 2010-2015. Les engagements pris par le gouvernement portugais au travers de la signature d'un mémorandum d'entente avec la soi-disant Troïka, et il faut souligner au passage que la Troïka était dominée par deux institutions européennes, la Banque centrale et la Commission, ont complètement ces compromis, ces engagements du gouvernement avec la Troïka ont complètement survolé certaines obligations fondamentales résultant de la ratification de la Charte sociale européenne, que d'ailleurs personne n'a mentionné pendant le processus, et même selon l'opinion juridique dominante, ces compromis ont ouvertement contredit certains principes établis par la Constitution, avec la couverture partielle d'une Cour constitutionnelle soumise à la doctrine économique installée. Quoi qu'il en soit, il serait intéressant et éclairant de faire le bilan de tous les engagements pris par tous les États membres de l'Union en matière de droits sociaux. Je me réfère aux engagements sur la base de textes conventionnels ratifiés et contraignants, notamment sur la base des conventions de l'OIT et de la Charte sociale européenne, dans n'importe quelle version. Beaucoup de contenus de ces conventions impliquent des obligations de légiférer dans un certain sens et d'assurer l'efficacité des règles, un peu à l'image des directives européennes. Un tel bilan permettrait, j'en suis sûr, de constater que les acquis sociaux européens
Si tous ces éléments pourraient être reconnus comme ayant leur propre valeur juridique, dépassent de loin les dimensions assez modestes, assez étroites du droit social communautaire. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation au niveau du cas portugais. Le Portugal a beaucoup attiré l'attention ces dernières années par de nombreux aspects, notamment par la jurisprudence de sa Cour constitutionnelle, qui avait justement été en pointe dans le fait de poser certaines limites à la déconstruction par la Troïka et les mesures d'austérité d'un certain nombre de droits fondamentaux. En t'écoutant, je pensais à ce flou terminologique qui imprime tous nos débats entre la référence aux droits fondamentaux, la référence à la solidarité. Réfléchir en termes de droit, c'est réfléchir en termes de distribution de prérogatives individuelles, et solidarité, c'est réfléchir en termes d'un jeu pour chaque membre d'un système de solidarité de créances et de dettes. Et pour qu'il y ait solidarité, ça suppose que chaque membre du groupe est jugé susceptible de pouvoir donner et recevoir. Et c'est ce qui distingue en principe les droits sociaux des droits civils. Et d'une façon générale, la tendance lourde est quand même à parler des droits sociaux ou bien comme de faux droits, ce qui était l'analyse libérale, en disant c'est pas justiciable, donc c'est pas des vrais droits, ce qui ne résiste pas à une analyse juridique sérieuse, ou bien au contraire à les aligner sur le régime des droits civils, ce qui a été la tendance un peu de la Cour européenne des droits de l'homme, qui va par exemple vu la faiblesse de sa base juridique, défend les droits aux prestations sociales en s'appuyant sur la protection du droit de propriété. Mais à ce moment-là, la dimension propre du droit social, quand on parle d'un droit social, c'est que c'est un droit qui est assis sur des mécanismes de solidarité. C'est qu'il y a un régime de solidarité. Et s'il y a un régime de solidarité, ça veut dire qu'il y a des devoirs de solidarité. Donc, c'est là que le lien avec les questions fiscales dont on a parlé hier apparaît évident, parce qu'un ordre juridique qui permet d'échapper à l'impôt organise la fuite devant les devoirs de responsabilité et donc de vider de leur sens les droits sociaux. Donc, j'étais, moi, particulièrement intéressé par le cas portugais, dont j'ai beaucoup aimé le titre de ton intervention, c'est « Vue de loin », c'est l'Europe sociale vue de loin, oui.